Bonjour à tous, bienvenue dans le Social Gone Show, votre émission consacrée à l'actualité de l'Olympique lyonnais. Un programme chargé aujourd'hui, on parlera d'Ada Hegerberg qui a remporté le premier ballon d'or féminin, de la défaite des Lyonnais face à Rennes et de la rencontre cruciale à venir en Ukraine en Champions League. Tout d'abord, saluons Kim, monteuse vidéo pour Social Gone. Salut Kim. Salut Hugo, salut tout le monde. Artus, régiste à Social Gone. Salut Artus. Salut Hugo, salut à tous. Benjamin, supporter de l'OL. Salut Benjamin. Salut Hugo, salut tout le monde. Et bienvenue pour ta première également pour Loïc. Bienvenue à toi, supporter de l'OL. Merci Hugo, bonsoir à tous. Alors sans plus tarder, commençons l'émission avec notre premier thème du soir qui concerne la consécration d'Ada Hegerberg qui a remporté le premier ballon d'or féminin. La joueuse de l'Olympique lyonnais remporte donc ce trophée pour sa première édition. Kylian Mbappé remporte lui la première édition du trophée Raymond Kopa qui récompense le meilleur footballeur de moins de 21 ans. Et c'est Luka Modric qui a décroché le ballon d'or France Football. Le Croate devance Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann qui sont sur le podium. Première question pour toi Kim, ce sacre confirme-t-il que l'OL est tout simplement le meilleur club féminin en Europe ? Oui, je pense que ça confirme que l'OL est un très grand club européen, rien qu'avec toutes les finales remportées en Ligue des Champions. Je pense que c'est amplement mérité et en plus Ada aussi a fait une excellente saison avec l'Olympique lyonnais. Je pense que notre président doit bien être content que ce premier ballon d'or féminin a été remporté par une lyonnaise. Benjamin, partages-tu le même avis que Kim sur cette question ? Le club qui a tout fait pour également. Aller chercher des joueuses aux États-Unis qui sont aussi connues pour avoir des bons clubs de féminines. Savoir t'entourer des meilleures joueuses à travers l'Europe aussi. Donc je pense que c'est clairement mérité. Après, voilà, faut pas oublier, on a quand même fait 7 finales. Sur 7 finales, on a remporté 5, dont les 3 dernières. Donc oui, on peut dire que l'OL à l'heure actuelle est le meilleur club européen. Je le rappelle, le palmarès de l'Olympique lyonnais sur son club féminin, l'OL c'est 12 titres de D1 féminine remportés, 7 Coupes de France, 5 Ligues des Champions et 1 Mondial des clubs. Pour toi, Lyon est-il le meilleur club féminin en Europe ? Oui, en Europe oui, ça fait des années quand même qu'ils sont au-dessus. Et vous faites bien, ça reflète bien ce que tout le monde en pense. D'ailleurs, vous parlez surtout du club, c'est des récompenses personnelles. Mais ce qui revient, c'est surtout l'importance du club. Et c'est vraiment une marque vraiment de reconnaissance que le premier soit vraiment attribué à Lyon, qui est le club qui a fait connaître de plus en plus le football féminin. C'est, je pense, un peu grâce à eux aussi que on s'est stabilisé comme ça. Donc c'est une récompense vraiment de tout ce que Lyon a fait pour le football féminin. Artus, pour toi, ce titre reflète la qualité de l'Olympique lyonnais sur sa section féminine ? Ouais, très clairement, ouais. Ils ont acheté les meilleures choses en Europe et l'OL s'est construit une excellente équipe et ça se remarque par les résultats, du coup c'est complètement logique pour moi. Cette victoire est également celle de Jean-Michel Aulas ? Oui, bien sûr, on voit qu'il est tout le temps près de ses filles, il assiste au match, quelqu'un qui a un agenda aussi fourni qu'un ministre. Autant que lui prend quand même le temps d'aller les voir. Pour lui, c'est pas juste une vitrine sans intérêt. Ça montre, encore une fois, autant pour les garçons, mais aussi beaucoup pour les filles. On le voit que ça a été encore plus rapide. Tout l'investissement, pas seulement financier mais personnel, qu'il a mis dans le club pour l'équipe des filles, c'est clairement une récompense pour lui. Et oui, comme disait Kim, j'imagine qu'il est très 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 heureux aujourd'hui. C'est vrai que Benjamin, Jean-Michel Aulas, comme Louis Nicolin l'eût été lorsqu'il était encore vivant, a été l'un des premiers à vraiment s'intéresser au football féminin et à vraiment donner sa chance pour les femmes soient vraiment d'un niveau comparable à celle des hommes. Oui, complètement. Je veux dire, aussi bien dans ses interventions pour le football masculin que féminin, il se donne pour le club. Il fait tout pour que nos équipes arrivent au plus haut niveau. Et ça se ressent clairement. Je veux dire, il a énoncé le palmarès du club, surtout de l'équipe féminine, fait extrêmement rêver. Et à l'heure actuelle, je pense que Jean-Michel Aulas y est pour beaucoup. Après, il ne faut pas oublier le staff. Jean-Michel Aulas y est pour beaucoup. Mais il a su aussi construire un staff assez solide de cette équipe. Et c'est ça qui fait la force des féminines aujourd'hui, je pense.
Kim, cette victoire est-elle également celle de Jean-Michel Aulas pour toi? Ouais, complètement, parce que comme le disaient Loïc et Benjamin aussi, je pense que Jean-Michel Aulas a tout fait pour que les féminines, et dans l'ensemble, que l'Olympique Lyonnais prenne de l'ampleur. C'est elles qui ont plus ou moins, je dirais, popularisé la chose en France. Et cette victoire, elle est complètement méritée pour Jean-Michel Aulas après tous les efforts qu'il a fournis pour les filles de l'Olympique Lyonnais. Arthus, partages-tu le même avis que Kim, à savoir que Jean-Michel Aulas y est également pour beaucoup pour ce titre, glané par Ada Hegerberg? Ah bah parfaitement, oui. Ouais, oui, c'est lui qui a construit ce club et qui a permis aux féminines de l'OL et au foot féminin d'ailleurs de prendre une plus grande ampleur. Ada Hegerberg s'est exprimée sur les antennes d'OL TV et a notamment répondu à une question qui concernait si ce titre lui rajoute une pression supplémentaire. La joueuse a déclaré que pas forcément, il y a toujours de la pression, mais c'est nécessaire, c'est une chance, cela fait avancer. J'ai envie de rester au plus haut niveau le plus longtemps possible, il y a beaucoup de travail derrière. Kim, pour toi, Ada Hegerberg mérite-t-elle totalement ce trophée? Il n'y a aucune contestation pour toi? Je pense que ouais, c'est amplement mérité. Ada a fait une énorme saison avec l'Olympique Lyonnais. Après, je tiens à dire, on avait, il me semble, 7 Lyonnaises dans la liste des Ballons d'Or. Je pense qu'en fait, c'est plus une récompense pour le club que, entre guillemets, personnel. Ada aussi l'a compris. Parce qu'on avait aussi Amandine Henry qui a fait une excellente saison. Wendy Renard, notre capitaine aussi, qui fait une très bonne saison chez nous. Je pense que ouais, c'est peut-être celle qui s'est un petit peu plus départagée par rapport aux autres filles de l'OL. Mais il faut faire des choix et je pense que ouais, Ada Hegerberg mérite amplement ce trophée cette année. Loïc, Ada Hegerberg mérite-t-elle totalement ce trophée pour toi? Oui, elle le mérite. Et comme vous venez de le dire, ça peut être un scandale qu'une autre lyonnaise le remporte. Après, il y a sur la beauté du jeu ou l'efficacité. Une chose comme Wendy Renard est plus dans l'efficacité. Donc c'est peut-être celle qui est pesée dans la balance. Aussi, c'est pas plus mal pour promouvoir les équipes féminines, justement, qu'une chose plus spectaculaire soit récompensée. Mais oui, elle a fait ce qu'il fallait, elle a vraiment fait une bonne saison et elle le mérite amplement. Avant de passer au second thème du jour qui concerne la défaite de l'OL à Rennes, j'ai une petite chanson à vous faire écouter. Vous allez me dire si vous la reconnaissez. 5 million followers. I appreciate the love. Y'all be watching me, y'all see the journey. God is great, isn't it? Hey. 5 mil, I'm talking followers. The new deal's gonna follow up. Call my agent, told him double up. The price real, we don't talk a lot. I bet his freestyle going viral. They be asking who's my idol. Boy, really got no idol. Cause the world messy, no light. I'd rather post a pic off the Bible. Nation League seals pushing for the final. Every game is a final. I see no haters, I go blind on them. Football pitch you like a zoo. Only lions is what I know. Football pitch you like a zoo. Yeah, let me talk to you for a minute. Hey, check. I stay humble, but I'm next. You don't wanna see me flex. Then why you on my Instagram? Got your fight in Paris. Young king living lavish. Beck and Liam going savage. They be waiting for a hat-trick. Il s'agissait évidemment du morceau que Memphis Depay a réalisé pour fêter ses 5 millions d'abonnés sur Instagram. Arthus, toi qui es un spécialiste un peu de musique et notamment sur les boîtes de nuit lyonnaises, valides-tu ce titre de Memphis Depay? Pour une première, ouais, je trouve ça plutôt intéressant pour toi. Tu trouves qu'il a du flow, Memphis? Ouais, ça va. Je m'attendais à pire quand même. Kim, que penses-tu de ce son de Memphis? Non, voilà, ça confirme son talent un peu de rappeur parce qu'on en parle depuis un petit moment. Voilà, c'était, je pense, un bon son. Après, je pense qu'il faut se concentrer actuellement sur la saison de l'Olympique Lyonnais qui risque un petit peu... qui est un petit peu en danger en ce moment. Bon, Benjamin, on peut dire que Memphis est aussi doué sur les terrains de foot qu'en musique. Hein. Ouais, j'espère juste qu'il sera un peu plus content dans la musique sur le terrain, mais ouais, c'est un bon flow. Après, je préférerais qu'il reste concentré sur sa carrière de foot, du moins tant qu'il est chez nous. Mais non, c'est pas mal. Allez, on enchaîne avec le deuxième thème du soir, donc la défaite de l'OL cette semaine.
En championnat, à domicile contre Rennes, les Lyonnais qui se sont inclinés mercredi soir 2-0 face aux Rennais. Ils ratent donc l'occasion de se rapprocher du podium. Hatem Ben Arfa a soigné son retour sur les terres de son premier amour en inscrivant un but somptueux. On écoute Nabil Fekir au micro de Margot Dumont, journaliste Beansport, après la rencontre. Non, on n'a pas été bon, tout simplement. Voilà, on a eu quelques occasions, on n'a pas su les concrétiser. Voilà, après, il y a des joueurs de qualité en face. Voilà, on a pris les caches et voilà, il faudra se remettre la tête à l'endroit pour le match de Ligue des Champions qui arrive mardi. Voilà, manque d'agressivité, manque de tout ce soir. Voilà, pas de réaction, rien, pas d'orgueil. Voilà, il y a des matchs comme ça, mais faut pas rester dans le même état d'esprit ça. Voilà, ça peut être inquiétant. Après, le match de Ligue des Champions, c'est différent. On va essayer de se remettre au travail pour le match de Ligue des Champions. Manque d'agressivité donc sur ce match, ce sont les mots du capitaine lyonnais. Loïc, la rechute des Lyonnais était-elle prévisible mercredi soir ? Oui et non. Comme tout le monde le sait maintenant, elle est très imprévisible cette équipe. Donc qu'on pense qu'elle soit bonne ou mauvaise, on se dit tout le temps, allez peut-être que, et ils vont réussir cette fois à être constants. La preuve que non, tout est... Non, enfin, je peux pas dire que c'était prévisible. Ils sont pas prévisibles, tout simplement, cette saison. Artus, la rechute des Lyonnais était-elle prévisible pour toi ou non ? Bah, je partage un peu son avis en fait. Il y a deux équipes qui sont vraiment prévisibles. Rennes qui venait de changer d'entraîneur en plus. C'est ça, hein, Rennes qui a changé d'entraîneur juste avant ce match et qui a provoqué un électrochoc au sein de son équipe. Ouais, et puis même sans faire un très très grand match, ils ont réussi à battre Lyon qui a fait vraiment une prestation insipide. En fait, il n'y avait rien dans ce match. Donc j'avais l'impression de revoir un peu notre début de saison. Et c'était assez inquiétant. Malgré cette défaite, les Lyonnais sont 4e en championnat et comptent 28 points. Benjamin, cette défaite, j'imagine, t'a attristé. Ah bah clairement, hein, c'était l'occasion pour nous de prendre la deuxième place, de la consolider, de prendre un peu d'avance, surtout quand on voit les résultats qu'ont fait les concurrents directs comme Marseille, Lille, Montpellier, Saint-Etienne. Je veux dire que c'était l'occasion ou jamais de prendre cette deuxième place, sans oublier qu'avant la trêve, on va affronter Montpellier, donc il y a encore une possibilité de prendre plus d'avance. Donc effectivement, de faire, je peux même pas dire une contre-performance. Il manquait d'envie, il manquait de tout. Je veux dire, au niveau où est ce club, où sont ces joueurs, ce qu'on a vu, ils n'ont pas le droit de faire ce genre de prestations. Oui, c'est vraiment décevant en fait. Et assez rapidement dans le match, en plus, au début, il menait, il est dedans, et puis arrive ce pénalty qu'on nous a refusé, justement, j'estime. Et à partir de là, on a l'impression qu'ils sont complètement sortis du match et qu'ils avaient même plus envie d'y retourner. Bertrand Traoré a néanmoins trouvé les poteaux de Diallo avant la fin de la première mi-temps. Kim, cette défaite t'a agacé ? Ouais, elle m'a agacé. En plus, j'étais au match. Je me suis dit, pourquoi pas voir une victoire de l'OL. J'ai dû faire le chat noir, je pense, dans les tribunes. Ouais, c'est ça va être de ta faute. Hein. Non, mais c'est clair que ouais, ça agace parce qu'en première mi-temps, on arrive, on commence à avoir un bon jeu. Et comme l'a dit Benjamin, je pense qu'en fait, le tournant du match se fait sur le penalty. Après, j'ai pas eu le temps de revoir les images. Ce penalty refusé, après, on manque d'envie. Il y a plus rien qui se passe. On se fait dominer de A à Z. Il y a la blessure en première mi-temps de Tanguy. Tanguy Ndombélé, ouais. Ouais. Et puis celle de Diop, hein. Juste après, Tanguy Ndombélé blessé, sorti. Diop, l'Espagnol, le remplace et celui-ci se blesse et est de nouveau remplacé à la mi-temps. Hein. Vraiment un scénario cauchemardesque pour les Lyonnais. Parce qu'en plus, c'est sur une Diop, il se blesse sur sur la dernière action avant la mi-temps, sur une petite semelle qui prend sur la cheville. Après, il faudra voir si c'est grave ou non, mais c'est dommage parce qu'on fait déjà 2 changements en première mi-temps et on se retrouve en deuxième période avec plus de 4 remplacements, une équipe qui a la tête dans l'eau, quoi. Et c'est agaçant de voir cette équipe qui peut être très forte dans les grands matchs contre City, par exemple, et de voir contre Rennes qui est complètement
à l'Ouest sur les derniers matchs, qui perd son entraîneur, et on arrive à les relancer, quoi. C'est tellement dommage de perdre sur ce genre de match. Il me semble que c'était déjà le cas l'année dernière. Les Lillois s'étaient séparés de Marcelo Bielsa et avaient eu un entraîneur intérimaire, et les Lyonnais s'étaient inclinés face à Lille la saison dernière dans les mêmes conditions. Artus, autre débat, celui concernant le capitaine lyonnais Nabil Fekir. Cette saison, celui-ci a joué 10 matchs et inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives. Pour toi, le début de saison du capitaine lyonnais est-il inquiétant ? Je n'irai pas jusqu'à dire inquiétant quand même, parce que depuis sa blessure, il a joué qu'un seul match en entier, il me semble. Et avant sa blessure, il avait quand même réalisé pas mal de grosses performances. Sur cette saison au City. Cette saison, à part Manchester City, pour toi, quels sont les bons matchs de Nabil Fekir ? Il fait un très très gros match, je trouve. D'accord. Donc personnellement, je me fais pas beaucoup de soucis pour lui, et je pense qu'il va revenir petit à petit. D'accord. Kim, partages-tu l'optimisme présent chez Artus, ou pour toi, le début de saison de Fekir t'inquiète ? Je suis peut-être pas aussi optimiste, parce que je pense que Fekir, après c'est vrai qu'avec ce genou qui un peu l'a handicapé la saison dernière, est-ce que ce serait pas une récidive là-dessus ? Est-ce que le genou ferait pas un petit peu de mal en ce début de saison à Nabil ? Après, je suis un peu mitigé là-dessus, parce qu'il fait quand même un bon début de saison quand même. Peut-être la fatigue qui arrive en enchaînant les matchs. C'est ça, Nabil Fekir a eu très peu de vacances compte tenu du sacre des Bleus à la Coupe du Monde. Est-ce que cela a pu avoir un impact pour toi, Kim ? Ouais, peut-être, parce que c'est la fatigue qui est accumulée, je pense, ça se voit au niveau du jeu. C'est un gars qui mouille le maillot, quoi. C'est le capitaine, et il lâche pas les matchs, mais j'ai l'impression, c'est plus la fatigue qu'autre chose, et peut-être le genou qui tiraille encore un petit peu depuis la saison dernière et les blessures qu'il a enchaînées. Loïc, comment juges-tu le début de saison du capitaine lyonnais ? Comme vous tous, par le niveau de ce qu'il était l'année dernière. Moi, je suis pas très optimiste du fait que je pense que c'est plus psychologique que physique. Par rapport à son transfert avorté l'année dernière, tu dis ça ? Par exemple, il sent que pour lui c'est une année décisive. C'est l'ultime à Lyon. On le sent tous venir, on le sait. Il est resté cet été, ça s'est joué à rien. Je pense que là, d'ailleurs, je sais qu'il était à une année de fin de son contrat l'été prochain. On parle déjà d'un transfert cet hiver. C'est sa dernière année à l'OL. C'est l'année qui va lui permettre de se vendre auprès des clubs, de pouvoir choisir ses clubs plus tard. Il a peut-être peur d'une récidive. Je sais pas. J'ai l'impression si Bruno le met sur le terrain, c'est qu'il pense qu'il est à 100% physiquement. Après, une fois sur le terrain, Nabil peut avoir des appréhensions, donc autant volontaire qu'involontaire. Ça peut être involontaire. Non, c'est normal, quand on revient de blessure, on a toujours cette appréhension-là. Même si on a vu faire quelques accélérations qui nous montraient y aller au contact, chose qui est le plus dur à faire après une blessure. Mais j'ai peur qu'il s'économise, et peut-être qu'il se garde pour les seuls grands matchs, qu'il ait peur de se blesser sur un match entre guillemets anodin contre une équipe. Justement, on l'a vu lors du derby, Nabil Fekir a ressenti une petite gêne et une petite douleur. Il a immédiatement demandé à être remplacé pour être plus en forme face à City. Voilà, je pense qu'il se réserve. Bruno doit le savoir aussi, il va pas le mettre s'il le sent pas. Une récidive ailleurs, c'est courant aussi quand tu reprends. Tu compenses avec les autres parties de ton corps quand tu es blessé. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait eu cette petite douleur. Il a bien fait d'arrêter tout de suite d'ailleurs. Mais encore une fois, j'ai bien peur que ce soit plus psychologique que physique. Et quand c'est physique, ça peut peut-être paraître plus grave sur le papier, mais on voit une évolution. La psychologique, on sait pas. Il peut y avoir un déclic, ou alors c'est calculé de sa part. Et peut-être qu'il se garde pour la fin de saison en se disant, voilà, il faut que je qualifie l'OL avant de partir. Il faut que je fasse une grosse saison, autant pour lui-même que pour l'OL. On apprenait d'ailleurs cette semaine dans le quotidien sportif L'Équipe que les dirigeants lyonnais étudieraient une éventuelle offre concernant le capitaine lyonnais si celle-ci devait arriver durant le prochain mercato hivernal. Pour toi, Benjamin, départ de Nabil Fekir au mercato d'hiver est-il envisageable ? Oui, je pense que c'est envisageable, surtout avec tout ce que vous avez dit. On le remarque bien depuis le début de saison, comparé à la saison passée. Son impact dans le jeu lyonnais est moins à ressentir, hormis le match face à City, on est tous d'accord. Le match aller. Effectivement, le match face à Marseille, où moi j'étais au stade, et effectivement, il a fait beaucoup. Mais c'est vrai que depuis le début de saison,
son impact sur le collectif en termes de jeu pur par rapport à l'année dernière de conservation du ballon est moins important. Donc un transfert envisagé à table, je sais pas, j'ai un doute là-dessus. Je veux dire, commence à avoir les épaules pour prendre le relais. On a Ndombele qui est vraiment un gros joueur, mais qui va sûrement partir à la fin de saison. Si on arrive à trouver un joueur dispo capable de jouer la Ligue des Champions, oui, je pense qu'on peut se permettre de le vendre, mais ça risque d'être compliqué. Mercato hivernal sert souvent pour les petits clubs. D'ajustement, un mercato d'ajustement. C'est vrai que c'est rare que les gros transferts s'opèrent lors de ce mercato-là. Artus, pour toi, une titularisation de Nabil Fekir face à Donetsk cette semaine en Champions League est-elle une évidence ou compte tenu de ses méformes récentes, Nabil Fekir peut-il être mis sur le banc par Bruno Genesio lors de ce match? Ça m'étonnerait beaucoup quand même qu'il soit mis sur le banc parce que ça reste, même s'il est dans une méforme en ce moment, il reste un élément majeur du collectif, surtout dans le dispositif dans lequel on joue. Donc ça m'étonnerait vraiment qu'on se passe de lui. Même si Bruno Genesio a mis Fekir sur le banc récemment contre Lille, Artus. Ouais, non, mais il le fait reposer aussi, mais lorsqu'on voit les derniers matchs et même les dernières saisons, c'est un élément indispensable et donc c'est notre capitaine et c'est pas pour rien. Kim, partages-tu l'évidence d'une titularisation de Nabil Fekir comme Artus le pense pour Donetsk? Ouais, c'est clair parce que Nabil Fekir c'est le capitaine. Je pense qu'on ne peut pas mettre un capitaine sur le banc et en plus pour un match aussi important que celui-ci. Je vois pas Genesio mettre Fekir sur le banc et je pense que c'est le match justement pour le mettre titulaire et pour voir ce qu'il peut encore donner avant la trêve hivernale, je pense. Et bien justement, passons au dernier thème de l'émission qui concerne la rencontre entre le Shakhtar Donetsk et l'Olympique Lyonnais, appelé le match de la peur. Lyon affronte donc Donetsk mercredi soir en Ukraine, un déplacement qui s'annonce périlleux pour les hommes de Bruno Genesio. Tanguy Ndombele, blessé face à Rennes, ne devrait pas être de la partie. Pour rappel, les Gones sont deuxièmes, à 3 points du leader qui est Manchester City et devance les Ukrainiens de 2 points. Une défaite lyonnaise provoquerait une qualification directe en Europa League. Loïc, Lyon est-il capable de chercher sa qualification en Ukraine? Oui. Oui, pour moi, oui, ils en ont les qualités. Bien sûr qu'ils vont se rentrer dedans, mais ils le savent. Donc on peut plus dire qu'une équipe comme Donetsk est une équipe inconnue qui peut surprendre. Non, on n'a pas le droit de se faire surprendre par Donetsk. On la connaît cette équipe, on sait comment elle joue. On sait avant même d'y aller que c'est entre guillemets un match piège. Mais le fait d'être averti fait que c'est plus un piège. Donc pour moi, ils ont les capacités, ils doivent le faire. Même si le fait que Tanguy soit plus qu'un certain, voire même déjà forfait, enlèvera de l'impact au milieu. Et on sait que contre une équipe comme ça, c'est à l'impact que ça va jouer, techniquement, mais aussi à l'impact. Mais pour revenir à ta question, et pour moi, ils ont vraiment les qualités pour le faire. Benjamin, pour toi, Lyon est-il capable de chercher sa qualification en Ukraine? Oui, je pense que clairement Lyon a les capacités pour aller chercher la victoire. Lyon a les capacités pour aller chercher la victoire à peu près partout, à condition que tes joueurs se mettent dans le mode et jouent vraiment à 200%. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut avoir un petit coup de chance, pas un avantage, mais un petit coup de chance du fait que le match ne joue pas dans leur stade à eux, éventuellement plus dans le sens déstabilisé. Mais oui, l'OL en est capable. Artus, pour toi, le Shakhtar Donetsk représente-t-il l'adversaire piège parfait? Peut-être pas l'adversaire piège parfait, mais... un adversaire piège, si tu préfères, Artus. Oui, en tout cas, je pense que c'est un adversaire assez compliqué. Ouais. Et j'attends de voir quel côté droit on va mettre, parce que c'est vraiment sur leur côté gauche que tout passe, au niveau des offensives. Ils ont genre Ismaili, je crois, défenseur gauche, et le milieu gauche Tyson, qui sont très 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 forts. Je vois que tu as révisé tes fiches. Hein. Et du coup, justement, Artus, Regista pour Social Gone, qui mettrais-tu au poste de latéral droit pour contrer ce couloir gauche puissant du côté ukrainien? Étant donné que
pour moi, ce serait Raphaël, vraiment. Ouais, Raphaël. Le joueur que je préfère des trois. Pour moi, il n'y a pas match entre les trois. D'accord. À ce niveau-là. Ok. Kim, pour toi, est-ce que tu partages l'avis d'Artus, à savoir une titularisation de Rafa sur ce poste-là, ce poste clé donc pour ce match? Bien sûr, et on le voit sur nos derniers matchs, sans Rafa, je suis désolé, mais le couloir droit, il n'est pas efficace avec Tété. Rafa, c'est un guerrier, et pour ce genre de match, on a besoin d'un guerrier comme lui, couloir droit, pour pouvoir être aussi fort défensivement qu'offensivement. Loïc, pour toi, Donetsk représente-t-il un adversaire piège? Comme je l'ai dit, non, on connaît leur force, leur faiblesse. Et si on est des guerriers, comme Kim a tout dit, Raphaël, guerrier. Voilà, c'est le mot d'ordre qu'il va falloir avoir, c'est ce qu'ils vont avoir en tête. C'est 11 Raphaël mercredi soir, c'est ça? Pardon? En gros, c'est 11 Raphaël qu'il faudra mercredi soir. Exactement, en gros, c'est ça? Exactement. Ok. Du coup, dernière question de cette émission. Artus, une qualification 16e de finale d'Europa League serait-elle une déception? Ouais, bah oui, je pense. On a les armes pour se qualifier en Ligue des Champions. On s'est fait rejoindre 2 ou 3 fois, je crois, par déjà Manchester City ou Hoffenheim dans le traditionnel. Donc, ne pas se qualifier sera vraiment, compte tenu des matchs qu'on a réalisés, une vraie déception. Après, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce un beau parcours reversé donc en Europa League et éventuellement une demi, voire une finale en Europa League? Ou alors un 8e de finale et voilà, tomber face au Barça ou au Real? Pour toi, Kim, quel est le scénario, le meilleur scénario pour nos Lyonnais? C'est difficile parce que... C'est difficile, hein, c'est une très bonne question d'ailleurs. Ouais. Non, je dirais que on se qualifie pour la Ligue des Champions. Je pense qu'on est là pour la jouer. Ouais. Je préfère qu'on aille en Ligue des Champions, s'arrêter peut-être en 8e, mais au moins avoir essayé d'aller le plus loin possible dans cette prestigieuse compète, que peut-être la Ligue Europa. Je pense que je préférais quand même la Ligue des Champions et nous arrêter face à un très grand Barça ou un très grand Real. Benjamin, une qualification en 16e de finale d'Europa League serait-elle une déception? Ouais, c'est une déception. C'est clairement une déception, comme ça a été dit, au vu des matchs qu'on a fait face à City, le match face au Shakhtar à domicile où on a réussi à revenir, ce serait clairement une déception. Je préfère qu'on aille en 8e et qu'on perde en 8e de C1 plutôt que d'aller en Europa. Et sachant qu'en Europa, notre équipe est tout autant capable de perdre en 16e qu'elle pourrait s'arrêter en 8e. C'est sûr, mais bon, les adversaires qui seront en Europa League seront d'un niveau certainement inférieur que ceux potentiellement en 8e de finale de la Champions League. Tu me le concéderas? Ouais, je préfère quand même qu'ils fassent un beau parcours en Champions League et qu'on puisse dire qu'on a été fiers d'eux que d'aller en Europa et au final se dire on se contente des miettes ou des restes éventuels qu'on peut glaner là-bas. Loïc, une préférence là-dessus? Oui, clairement la Champions League. Okay. C'est clairement le moment de passer une étape. L'OL est en reconstruction depuis un petit moment, on attendait le stade, etc. Là maintenant, il faut être qualifié pour la Ligue des Champions, c'est une chose, mais il faut surtout passer les poules. La visibilité n'est pas du tout la même entre la Champions League et l'Europa League. On a fait un bon parcours il y a 2 ans, ok d'accord en Europa League. Maintenant c'est la Ligue des Champions. Il faut passer en 8e, pourquoi pas un quart. Ils sont capables de passer en quart. Mais même si le plus dur serait juste élimination en 8e, au moins rentrer dans ces dernières équipes. La visibilité du club changerait, les joueurs qu'on pourrait attirer aussi, les joueurs qu'on pourrait garder aussi, ça aurait un très gros impact. Des joueurs comme Aouar qui sont dragués par les plus grands clubs d'Europe. Ils ne veulent pas rester dans un club qui stagne et qui bute en 8e ou en Europa League. Ils veulent vraiment une équipe qui a des ambitions. Lyon les a, les ambitions, mais non, il faut que ça passe par des actes. Et il faut vraiment... Il faut mettre la parole aux actes, comme tu dis. Exactement. Il est temps de passer un palier, on a pris le temps de le passer. Le club s'est restructuré comme il fallait depuis. On a les joueurs vraiment pour jouer la Ligue des Champions. Si on ne va pas en Ligue des Champions l'année prochaine, on a
3, 4, même si on les vendra pas tous, mais on a 3-4 joueurs qui sont capables de jouer dans les plus grands clubs Lesquels selon toi? d'Europe et qui sont capables. Aouar, Ndombele, Nabil, au moins 3 déjà qui sont capables de jouer dans des équipes du dernier carré. On a ces joueurs chez nous. Donc pourquoi attendre qu'ils aillent ailleurs pour être bons? Non, ils peuvent être bons maintenant, il faut qu'ils le sachent. C'est surtout dans la tête, on le sait, hein. C'est pas techniquement qu'on pêche, c'est vraiment dans la tête. Et si on veut les garder, il faut leur montrer que dans ce club, ils peuvent réussir, ils peuvent être visibles pour être en équipe nationale ou d'autres choses. Mais il faut leur prouver, montrer à eux et à tout le monde que Lyon peut être un club compétitif. Pour conclure cette 16e émission du Social Gone Show, un petit tour de table des pronostics pour ce match Shakhtar Donetsk Olympique Lyonnais. Je commence avec toi, Artus. Moi je veux bien un nul quand même. On assure la qualification, mais. Un score peut-être à donner? Je dirais les 2-2. Benjamin, quel est ton pronostic? Écoute, moi je vois bien un match de nos Lyonnais un peu en dedans au début et un bon retour en seconde mi-temps. Donc je veux me voir des buts, donc je vais dire un petit 2-3. En faveur des Lyonnais, du coup. En faveur des Lyonnais, tout à fait. Kim, ton pronostic pour cette affiche européenne? Je verrais bien 1-0 pour l'OL ou 2-1. Avec du stress alors? Un peu, ouais. Et toi, Loïc? Du stress aussi, je voyais un 2-1 aussi, avec un 2-0 pour Lyon, et le Shakhtar qui remonte à la 60e, et avec une dernière demi-heure, voire une dernière 20 minutes insoutenable. Voilà, je vois bien un 2-1. Eh ben ça va être stressant alors mercredi si on vous écoute. Hein. On a l'habitude avec eux. C'est sûr, c'est la fin du Social Gone Show. Merci à tous d'avoir participé à cette 7e émission. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. Pour les personnes qui voudraient participer à nos débats, envoyez-nous un message sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'actualité de l'Olympique lyonnais est à retrouver sur le site de Social Gone. Ciao!